Top. Voilà. Bon, eh bien, bienvenue à tous et à toutes dans cette émission Confidence entre dirigeantes. Et pour cette émission, je suis ravie d'accueillir notre nouvelle invitée Muriel Nouchi. Vous allez découvrir dans quelques secondes. En tout cas, Muriel, qui est une femme chef d'entreprise inspirante. Et je vais vous raconter comment je l'ai rencontrée et ce qui fait qu'elle est là aujourd'hui, ce matin, avec nous. Donc, en fait, Confidence entre dirigeantes, c'est un rendez-vous live d'interview de chefs d'entreprise qui a lieu 2 fois par mois et sur des thèmes, en fait, business, bien-être, tous les thèmes, en fait, de la femme chef d'entreprise, de la femme dirigeante qui peuvent passer évidemment par son business, son bien-être, la famille, le couple, etc. En fait, tout ce qui nous arrive dans une vie de femme dirigeante et forcément qui impacte nos performances et puis qui nous fait grandir aussi. Et l'objet de cette émission, c'est vraiment l'ambition c'est de créer justement par rapport à nos vies de femmes dirigeantes qui sont riches, de créer un cercle de femmes de soutien pour en tout cas récupérer des astuces, récupérer des idées, se reconnaître dans les parcours des unes et des autres, parce que ça apporte un énorme soutien dans notre évolution. Et ça permet de dépasser en tout cas des défis personnels, professionnels qu'on rencontre dans le moment et donc de mieux rebondir. Donc en fait, l'idée de cette émission, ça a été de la construire, elle est toute récente, on est à notre 3e invité. J'ai eu cette idée en fait au début du confinement, dans un objectif vraiment avec le cœur, en tout cas de créer ce cercle de soutien pour aider ces femmes chefs d'entreprise et puis nous aider entre nous. Voilà. Alors, donc, moi qui je suis, en fait, je suis créatrice de l'émission Confidence. Je suis conférencière, coach, créatrice de l'entreprise Emmanuel et fondatrice de la méthode Emmanuel, de l'Académie du Leader Life au féminin. Et je dirige cette société depuis maintenant 6 ans. Je suis spécialisée dans le leadership, dans l'accompagnement du leadership des femmes, accélératrice de leur performance et de leur sérénité, grâce à la reprogrammation de votre cerveau au succès et notamment la transformation par la transformation neuro-émotionnelle et business. En tout cas, je les guide à être et agir en leader heureuse, sereine, parce que c'est tellement plus important de réussir dans la douceur, dans la puissance et dans son génie plutôt que dans la force et dans le combat, qu'en tout cas, j'en ai fait vraiment une mission de par, évidemment, mon parcours aussi, où je suis passée par cette lutte et ce combat. Et aujourd'hui, c'est un véritable changement qu'être dans la performance, dans la douceur. Donc, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir, et vraiment cette grande joie, cette grande fierté d'accueillir Muriel Nouchi, et je crois qu'on peut lui faire un tonnerre d'applaudissements. On ne le sentira pas, mais moi je le fais. Et puis, il y a toute l'énergie du groupe qui est là derrière nous. On est déjà 23 en tout cas à être connectés là sur Zoom. Alors Muriel, en fait, elle dirige et puis elle a fondé la société MNO. MN Organisation, en tout cas appelée plus affectivement par ses partenaires et ses clients MNO. Elle est spécialisée dans le conseil de l'industrie du tourisme et des loisirs. Elle a 7 salariés et elle a une équipe de femmes incroyables qui sont complètement passionnées à son image et elle réalise aujourd'hui avec son équipe 1,5 million de chiffre d'affaires. Muriel et son équipe ont une mission, en tout cas qui les passionne. Elles aident leurs clients du tourisme et des loisirs à se développer fortement grâce à leurs conseils en marketing, communication et relations médias. Et c'est une société qu'elle a créée, qu'elle a fondée en partant de zéro. Elle va nous raconter ça. Il y a 16 ans déjà, en 2004. Muriel, en fait, elle est tombée très tôt, je dirais, dans la marmite, elle nous expliquera, dans l'hôtellerie et dans le tourisme. En tout cas, du haut de ses 56 ans, je dirais que moi, j'ai rencontré, c'est tout récent, en fait, je vais vous parler de notre rencontre, un sacré bout de femme. La vie ne l'a pas épargnée.
et elle a su à chaque fois rebondir. Elle a une vitalité, une joie, une énergie incroyable, en tout cas qui la porte et qui fait d'elle un vrai personnage attachant, en tout cas avec qui on a envie de parler. Donc, vous allez voir, on commence à parler avec Muriel, on parlerait pendant des heures. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, nous, quand on s'est rencontrés. Et avec Muriel, c'est marrant, c'est comme, en fait, on ne se connaissait pas, et puis c'est comme si on se connaissait déjà. Donc, elle a vraiment ce talent de connexion avec les autres. Elle a une personnalité magnétique, joyeuse, rêveuse, artiste, et à la fois, elle a ce côté très rigoureux. Donc, elle est vraiment dans cet équilibre. Alors, comment on s'est rencontrés avec Muriel, évidemment, pourquoi j'ai eu envie de vous la présenter et de l'inviter à cette émission Confidence. En fait, notre rendez-vous est assez récent, et puis c'est grâce à une personne de notre réseau qu'on a en commun, d'ailleurs, qui est là et que je remercie vivement, et qui s'appelle aussi Muriel, qui s'appelle Muriel Barraud, qui était notre première invitée. De l'émission. D'ailleurs, je te salue, Muriel. Donc, comme quoi, vous voyez, les Muriel, c'est un bon cru. Voilà. Donc, quand j'ai eu Muriel au téléphone, donc, il y a quelque temps, c'était au début du confinement, eh bien, de suite, j'ai accroché avec Muriel, séduite par son énergie, son parcours, sa philosophie de vie, de dirigeante, de ses hauts, de ses bas. Je me suis vraiment reconnue en elle et elle m'a beaucoup inspirée. Donc, je me suis dit qu'elle allait vous inspirer. Ça, c'est une évidence. En tout cas, elle a accepté mon invitation. Je suis vraiment très fière, Muriel, que tu sois là. C'est une joie immense que j'ai de t'accueillir et puis de partager ce moment avec toi parce que je sais qu'il va être magique. Tu vas nous partager vraiment des confidences et forcément, ça va aider notre communauté et c'est vraiment l'objectif de cette émission. Et sachez que ce n'est pas facile d'être à la place de Muriel parce que c'est se livrer sur son parcours de vie, dans toute sa sensibilité, dans toute son authenticité. Et quand on arrive effectivement à parler de son parcours, vraiment avec toute cette humilité, toute cette authenticité, eh bien, c'est qu'on a franchi une marche. En tout cas, qu'on devient soi-même et que finalement, on n'a plus peur du regard des autres. Et c'est là où vraiment, on a cette capacité à grandir et à dépasser les obstacles quand on est soi-même, qu'on est détaché du regard des autres. Eh bien, ça nous fait révéler notre puissance complètement différemment. Et eh bien, on va démarrer tout de suite. Et ce que j'aime dans le parcours de Muriel, c'est que ça nous montre, à nous les femmes, que tout est possible. Voilà. Alors Muriel, on va démarrer. Et puis, du coup, j'ai envie de te poser une première question. En fait, tu m'as dit que tu es tombée très tôt dans cette passion en fait du tourisme, de l'hôtellerie. En fait, c'est quoi qui t'a amené à cela si on remonte finalement à ton enfance, à toute cette histoire en fait de vie? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tout d'abord, je voudrais te remercier de m'avoir invitée et puis remercier toutes les personnes qui sont derrière leur écran. Je connais quelques-unes, donc c'est merci de votre temps et merci de tous ces compliments. J'espère que je serai à la hauteur. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée sur ce parcours du loisir et du tourisme? En fait, moi, j'ai toujours rêvé d'un ailleurs quand j'étais petite. J'étais dans une région qui était à l'époque un peu sinistrée, dans les Ardennes françaises, pas très loin de la Belgique, c'est pour ça que je précise. Et puis, je m'ennuyais quand même dans mon patelin. C'était pas toujours très, très gai. Et donc, je m'évadais beaucoup par les livres et j'ai toujours lu du haut de mes 10-12 ans des livres qui parlaient d'ailleurs et ça
Ça a vraiment alimenté mon imaginaire. Ça m'a ouais, fait rêver de ciel bleu, d'horizon, de chaleur, d'odeur, de rencontrer des gens différents. Et puis, en secret, je rêvais d'être hôtesse de l'air. C'était mon, c'était mon, c'était le rêve de ma vie, en fait, de prendre des avions, de voyager, toujours rencontrer des gens d'autres populations, d'autres horizons. J'avais vraiment envie de partir. C'était vraiment Ouais. ce qui me motivait. Ok. Et c'est intéressant dans ce que tu dis parce qu'en fait, tu as eu besoin de t'évader. Finalement, moi, je vais creuser parce que moi, je vais chercher toujours là derrière. Si on va s'évader, en fait, qu'est-ce qu'on fuit? Parce que déjà petite, en fait, pour t'évader, pour avoir cette envie de t'évader, qu'est-ce que tu fuyais? Tu as dit que les Ardennes, bon, c'était pas terrible, mais qu'est-ce que tu fuyais dans ta famille? Tu étais toute petite. C'était quoi finalement ce besoin viscéral de t'évader? Parce que c'est vraiment dans tes tripes, ça. Qu'est-ce que tu fuyais finalement? Déjà petite, L'ennui, indirectement. je pense. Je pense que c'est l'ennui le principal ouais, voilà, l'ennui. Je fuyais. Bon, c'était pas très rigolo chez moi, donc voilà, j'avais envie de plus de joie, plus de Mhm. couleurs dans ma vie, même petite. Ouais. Mhm. Ok, donc ça c'est un point très important que j'aimerais souligner, parce qu'en fait votre zone de génie, elle est très en lien avec votre histoire en fait, avec une souffrance que vous avez eue certainement dans l'enfance en fait, en tout cas dans cette période-là. Et quand on met le doigt dessus, ben c'est là où on va développer des talents énormes pour sortir de cette souffrance. Effectivement, bah, ce qui est intéressant, c'est quand Muriel m'a parlé de ça, je me suis dit, bah, c'est évident, quoi. Ton génie, il vient de là. Il vient de là. Cette envie d'évasion, effectivement, vient de cette souffrance, parce que chez toi, c'est quand même un truc viscéral. Finalement, maintenant, si tu nous racontes un peu l'ADN de ta marque, qu'est-ce qui fait que tu es vraiment la spécialiste et la leader du conseil dans le tourisme, quoi. Tu en as fait toute ta vie, quoi. Est-ce En que fait, tu peux nous raconter un peu, finalement, qu'est-ce qui fait que tu t'animes avec le tourisme et que tu en as fait ton métier et ton entreprise, quoi. bien, en fait, donc, j'avais cette envie d'ailleurs, cette envie d'être hôtesse de l'air. Et je poursuivais des études de langues étrangères appliquées. Donc, toujours, j'ai mis les moyens pour pouvoir voyager dans le monde entier, comprendre ce que les gens me disaient. Et puis, j'ai dû interrompre mes études parce que bah, j'en avais plus trop les moyens. Donc, quand j'avais 20 ans à peu près, et j'ai dû travailler. Et j'ai eu la chance de commencer comme une réceptionniste, enfin un réceptionniste dans un hôtel Novotel, c'était à Aix-en-Provence, donc pas très loin de chez toi. Et, et en fait, ça devait être un boulot d'été qui devait juste m'aider à passer une mauvaise passe financière. Et puis, c'est devenu en fait ma vie parce que de ce boulot euh, qui était quand même relativement ingrat, je travaillais le matin, là, enfin, pour ceux qui ont commencé dans l'hôtellerie, là, c'est l'ouverture, fermeture, je travaillais la nuit. Donc, c'était un rythme très, très éprouvant. Et j'ai aimé ça, en fait. J'ai aimé travailler. C'est-à-dire travailler en équipe, toujours tenir des comptes, des réservations carrées pour que mes collègues puissent trouver un service qui tienne la route, rencontrer des gens. À Aix-en-Provence, en plus, c'était une région où le monde entier venait. Hein. Donc, beaucoup d'Italiens, des Américains, ça venait de partout. Je parlais les langues étrangères. Je rencontrais des acteurs, des chanteurs. Et donc, pour moi, le monde s'ouvrait juste comme ça derrière ma petite banque de réception. Et c'était formidable. Et donc, je me suis dit, ben, je retournerai plus à la fac. Ça m'intéresse plus. C'est ça que je veux vivre.
Donc, tu as lâché tes études finalement. Ouais. Tu t'es Plutôt, mis... mes études m'ont lâché, je pense, avant. Elles t'ont lâché toute seule. Voilà. Et donc, j'ai continué, j'ai évolué dans ce groupe merveilleux qui est le groupe Accor pendant quelques années. Je suis remontée, enfin, je suis venue vivre à Paris pour évoluer. Et ensuite, j'ai été, une de mes anciennes collègues du groupe Accor venait d'intégrer l'entreprise Maeva, qui était à l'époque une filiale du Club Med, et qui avait parlé de moi au directeur commercial de l'époque. Et j'ai été chassée et recommandée pour prendre un poste là qui était totalement merveilleux pour moi. C'était un poste de responsable commercial sur des marchés étrangers, Grande-Bretagne, Benelux, Suisse, je ne sais quel autre marché. Et donc, j'ai été recrutée sur mon sourire, peut-être un peu sur mon talent de persuasion, mon talent commercial. Et je me souviens de ce directeur commercial qui était un homme fabuleux, qui doit toujours l'être, qui m'a demandé quel était mon niveau d'anglais. Donc, moi, avec beaucoup d'assurance, j'ai dit courant, ce qui était quand même pas tout à fait le cas. Bon, c'était pas mal, mais c'était pas non plus courant. Et la seule question qu'il m'a posée, c'était, imaginez-vous, vous êtes en Écosse. À l'époque, rappelez-vous, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de téléphone mobile, enfin, toutes ces applis n'existaient pas, on était lâchés dans la nature. Vous êtes en Écosse et un jour, vous avez rendez-vous au fin fond de l'Écosse, votre rendez-vous n'est pas là, que faites-vous? Et moi, je lui ai dit, ben, je ne sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête, je lui ai dit, eh bien, j'irai pêcher le saumon. Et donc, lui, ça l'a conquis et j'ai été embauchée tout de suite. Il ne m'a même pas testé sur mon anglais. Et mon premier voyage d'affaires en avion à côté de mon responsable, ça a été horrible parce que je m'étais vendue comme parlant anglais couramment et je me suis retrouvée muette. Je ne pouvais plus avancer, c'était affreux. Ah oui. Mais c'était magique quand même parce que c'était le culot, c'était la prise de risque et j'y suis allée à fond. Ouais, bravo. Voilà, On sent l'audace. Oui. Et ça, c'est une vraie valeur, en tout cas un vrai talent que tu as et qui t'a vraiment beaucoup porté dans ton parcours. Alors, j'ai envie de te demander maintenant, c'est quoi en fait le grand pourquoi quand tu as lancé MNO en 2004, hein, il y a 16 ans, je crois déjà. C'était quoi ce grand pourquoi? Alors, en fait, bon, j'ai eu donc une vie professionnelle salariée, toujours dédiée à la commercialisation de produits touristiques, que ce soit en France ou à l'étranger. Et mon dernier poste de salarié, qui était vraiment top, j'avais là aussi un patron bienveillant qui m'a un board d'administrateurs absolument géniaux. Et c'était dans un domaine d'activité qui est la location de matériel de ski. Donc, j'avais travaillé pendant 7 ans pour ça, pour la société Ski 7, je ne sais pas si vous connaissez, qui est devenue une des premières sociétés de location de matériel de ski. Mais c'était un petit peu chiant, si je peux me permettre, la location de matériel de ski, ça ne fait pas rêver, quoi. Donc, j'avais amené cette société au niveau top. Et puis, à un moment, j'ai quand même regretté d'avoir abandonné mes études. Je me sentais un peu dévalorisée d'avoir à peine un DUG. Oui, c'est ça. Tu te complexer, c'est ça, de ne pas avoir, juste avoir ton DUG. En tout cas, pour toi, c'était, voilà, il était resté ce truc un peu en travers. Voilà, c'était un truc d'inachevé, en fait. Et je me suis dit, bon, ben, tu as 40 ans, tu as bien travaillé, j'ai négocié mon départ et je suis retournée sur les bancs de l'école. Et donc là, j'ai profité de dispositifs qui, je pense, existent encore, à savoir la validation des acquis de l'expérience. Et la VAE? La VAE, voilà. Donc, j'ai beaucoup bossé. Je bossais nuit et jour. Je venais d'avoir... Enfin, j'avais encore deux jeunes enfants. Ils avaient 4 et 9 ans. Et quand j'ai lancé ce projet, mon mari m'a dit, mais vas-y, fonce. Je serai là derrière toi. Reprends tes études. Si ça te fait plaisir. Et puis,
après, j'ai eu la chance et l'honneur d'intégrer l'école centrale Paris. Alors là, j'en suis très fière, hein, je le sors à chaque fois parce Oh, que, bravo. pour une nana qui a arrêté ses études en fait, ça me correspondait bien en fait parce que la VAE m'a permis d'aller sortir ce que j'avais fait de bien dans mon métier. Puis Ça t'a permis. le côté Paris, ça m'a vraiment donné confiance. D'accord, ok. Et du coup, Et du finalement, coup, tu es sortie, enfin quand même, quand tu m'as dit que quand tu es arrivée à Centrale, à Paris, à l'école centrale à Paris, bah, tu te sentais un peu toute petite à côté de tous ces gens ah, qui étaient et diplômes, c'est ça? ah ouais, mais je me sentais, mais je me disais, mais pourquoi ils m'ont prise moi? Qu'est-ce que je fais? Il y avait des gens qui étaient super diplômés et tout. Et puis, au bout de quelques mois, je suis sortie major de ma promo. Donc respect, enfin, Ah, bah, connaisseur, si je dois être honnête. Et c'était super. Et pendant ce temps, ben, mon projet a quand même mûri pas mal. Je me voyais pas tellement retourner dans une société. J'avais envie de me lancer parce que j'avais découvert pendant toutes ces années d'études, dans ces quelques mois, que finalement, ben, j'étais capable et que je pouvais me lancer, toujours avec l'idée et toujours avec le soutien, bien évidemment, de ma famille derrière, toujours avec l'idée de me dire, si ça ne marche pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Mais j'ai envie de construire quelque chose qui corresponde à mes valeurs, qui me permettait de réfléchir. Et puis j'ai eu là encore énormément de chance. J'avoue que dans ce parcours professionnel, c'est jalonné de chance et je pense qu'il en est de même pour tout le monde. Un de mes anciens clients chez qui j'avais fait un stage pour pouvoir avoir mon diplôme de l'école centrale Paris. Donc, je lui rends hommage, je le nomme Jean-Marc Filippini de la société Mer Montagne Vacances, à côté, qui se trouve à Nice, m'a dit, Muriel, écoutez, je vais vous aider, je vais vous acheter 48 jours de conseils et vous vous lancez. Et donc, grâce à cet homme merveilleux, ben, j'ai pu lancer MN Organisation et c'est le début de cette aventure en fait. c'est ça. Et au départ, tu as démarré, tu étais seule, c'est ça? J'étais seule, j'étais dans mon couloir, dans mon entrée avec mon ordinateur. Et puis après, ben, comme ça se développait, on a investi dans un appartement où j'avais un bureau avec une entrée à part. Et là, j'ai pu avoir ma première collaboratrice. Après, on a déménagé, ça a grandi. J'ai acheté mes premiers bureaux. Et là, où vous voyez, là, je suis dans les bureaux que j'ai acquis il y Oui, a presque 2 ans maintenant, pour passer à une autre étape de MN Organisation qui, j'espère, va se réaliser malgré le badaboum c'est ça. de la crise. Ouais. Que l'on connaît de la crise. Alors, du coup, moi, j'ai envie d'aller un petit peu dans les confidences, parce que tu as un parcours incroyable. Et alors, quelles sont les confidences, en fait, les moments de ta vie ta vie de femme dirigeante, en fait, qui t'ont le plus challengé et fait grandir au final? Parce que tu en as eu 3, 4, me semble-t-il, qui sont des moments très forts. Déjà le premier, toute jeune. Oui. Ton accident. Oui, oui, oui. Alors, voilà. Alors ça, c'était… merci. C'est quand même quelque chose de très, très fort dans ta vie. Ouais, ouais. En fait, c'est vrai. Bon, on a vraiment beaucoup parlé ensemble, Emmanuel, et je t'ai dit tellement de choses. Je crois que je n'ai jamais dit autant de choses à une personne que je ne connais même pas physiquement. Et c'est très impressionnant. Tu es vraiment très douée. Et en effet, alors dans mon parcours de vie, j'ai eu beaucoup
d'épreuves. Alors, j'ai rencontré des gens merveilleux. De ces épreuves ont toujours ressorti quelque chose de bien. Cette première épreuve était vraiment traumatisante pour moi. Alors, je vous donne, parce que j'ai toujours été très, très coquette, j'ai toujours fait très attention à moi. Ce matin, par exemple, vous ne me voyez pas, mais ça fait 2 mois que je n'avais pas mis de tailleur. Donc là, j'ai remis mes lentilles, maquillage, j'ai l'impression d'être partie à Hollywood pour tourner. Donc, je suis maquillée comme une voiture volée. J'ai mis des loups-boutins, enfin n'importe quoi. Mais j'ai voulu me mettre dans le, dans le vibe. Et donc, j'ai toujours fait très, très attention à mon apparence. C'était très important. C'est aussi lié à mon enfance. Et la première fois que je suis partie en voiture, en vacances avec mon mari, on a eu un accident de voiture. Cet accident de voiture m'a défigurée. Et donc, j'ai subi 1 ou 2 opérations de reconstitution de mon visage, etc. J'en garde beaucoup de complexes parce que j'ai des cicatrices un petit peu partout que j'essaye de cacher. Mais ce qui était vraiment douloureux pour moi, j'avais là 26-27 ans, c'était le regard des gens. Le regard des autres dans le métro, dans le bus, dans la rue, de voir une personne avec des croûtes partout sur le visage, après des cicatrices un peu rouges, un peu pas jolies, etc. Il a fallu que je me dépasse beaucoup, et quand j'en parle encore, j'en parle avec… voilà, ça me fait encore souffrir. C'était vraiment dur, vraiment très, très dur de revenir pour la première fois au bureau après cet accident. Voilà, je me sentais vraiment pas bien, quoi. Mais j'ai dépassé, et puis, je ne sais pas ce que ça a créé chez moi, en revanche, de quel ressort ça a animé, en fait. Ok. À un moment donné, ce qui est intéressant, c'est toi-même, tu l'as dit, que tu as été très attachée à ton apparence, et tu l'es, hein, puis c'est quelque chose qui est important pour toi. Et d'un coup, bing, cet accident qui, justement, par rapport à cette apparence, vient justement lâcher, t'obliger à lâcher cette notion d'apparence, de masque, puisqu'à un moment donné, tu es obligé de te recentrer sur qui tu es pour t'en sortir, ta véritable identité. Puisque là, en termes d'apparence, là, voilà, tu es autre chose que ton apparence, ça va bien plus loin. Du coup, qu'est-ce que ça t'a appris finalement? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as développé? Qu'est-ce que tu as travaillé de plus? Alors, certainement, c'est certainement d'aller justement d'aller rechercher au-delà de l'apparence qui est derrière, hein, ce qui est derrière, soit des situations, soit des problématiques professionnelles, soit des personnes. Donc, essayer toujours de ne pas, et même si ce n'est pas difficile tous les jours, si ce n'est pas facile tous les jours, de ne pas s'arrêter comme ça à l'apparence, à la première impression, et essayer d'analyser, d'aller plus loin pour mieux connaître les situations et les personnes. Certainement que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aussi renfermé quelque part, hein. Ça m'a aussi obligé à construire une petite façade quand même, néanmoins. Donc, il n'y a pas que du bien qui est sorti de ça. Il y a aussi, un petit peu de renfermement en moi. Oui, c'est ça. Oui, ça t'a un peu endurci. Voilà, il y a quelque chose que tu as eu du mal, en tout cas, à dépasser. Oui, ça a été long. Oui, ouais, ça a mis combien de temps? Je veux dire, toute la reconstruction. Ça n'a pas duré très très longtemps, je pense 1 an et demi, mais c'est après, tu vois, après
voilà, quand un accident, entendre par exemple les bruits de frein ou d'accident de tôle froissée provoque en moi encore des réactions physiques nerveuses. Donc, tu vois, c'est quelque chose, je pense, qui reste marqué dans ton corps. Tu as plein de choses qui C'est un font choc que ton émotionnel. corps… C'est un Ouais. choc émotionnel et ton subconscient, en tout cas, a enregistré des choses effectivement en lien avec ça. Et puis, tu m'as dit aussi que finalement, dans le couple, ça t'a permis de développer quelque chose d'assez différent, lié finalement aussi à cet accident. Qu'est-ce que ça vous a apporté, toi et ton mari? Parce que c'était ton mari qui conduisait. Ça aurait pu vous emmener à la catastrophe. Ouais. Des fois, c'est ce qui peut se passer dans les chaos. Et finalement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, en fait, on n'était pas mariés. C'était nos premières vacances. On se connaissait depuis 6 mois. Donc, en fait, ça nous a liés, je pense, c'est un peu dramatique, romanesque de dire ça, mais ça nous a un peu liés à la vie, à la mort quand même. Hein. On avait un secret qu'on a partagé très, très tard. En fait, je vais le partager avec vous. Je le dis très, très peu. Je crois que mon fils est là, je pense. Il m'avait dit qu'il serait là. Alors, lui, il connaît l'histoire, mais il sait que je n'en parle jamais. En fait, on était en vacances, libres, heureux, 26, 30 ans, et il s'est endormi au volant de la voiture, provoquant ainsi des tonneaux et cet accident. Et en fait, on ne l'a jamais dit à personne. On est rentré, on a dit que tous les deux, c'était naturel, on ne s'est même pas concerté. On a dit, donc j'ai menti qu'un animal avait traversé l'autoroute et que mon mari avait voulu l'éviter, créant ainsi un accident. Parce que je ne voulais pas qu'il porte cette responsabilité d'avoir créé ça, parce qu'il savait que j'étais mal. Tu avais de la culpabilité, voilà, tu avais… Ouais. Et je voulais pas, justement, même si dans nos pires disputes, c'est ressorti quand même très souvent. Oui, il ne faut pas non plus que je passe pour une sotte. Et quelquefois, ça, du coup, c'est fini, mais pendant une dizaine d'années, je lui en voulais. Et puis, quand on montait en voiture ensemble, ça créait des scènes de ménage épouvantables. Enfin, bon, bref. Mais je ne voulais pas que les autres le regardent, le jugent. Et c'était très important. Ça a vraiment lié notre couple, notre tribu, je dirais. Ouais, votre amour, ça a effectivement aussi contribué à développer, quoi. En tout cas, c'est fort, hein, c'est un beau geste d'amour et à la fois d'émotions cachées, enfouies, qui forcément à un moment donné vont remonter à la figure. Et comme tu dis, des fois ça monte, remonter, voilà. Ok. Donc c'est intéressant quand même parce que l'histoire d'apparence, l'histoire de regard des autres, on cache un peu sous le panier là. Enfin, je veux dire voilà, sous, comment on dit, il y a une expression, on cache sous le… On cache la poussière sous le tapis. Voilà, on cache la poussière sous le… Voilà, c'est quand même voilà, c'est quand même quelque chose qui est dans ton parcours, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre phénomène entre 2004 et 2006 aussi, épreuves qui finalement ont un lien aussi avec MNO, la société, parce que tu as enchaîné aussi des grosses difficultés sur ces périodes-là, enfin je dirais même pendant de 2004 à 2015, quoi, finalement pendant 10 ans. Oui, en fait, je pense que Emeno m'a un peu sauvé la vie finalement. C'est un peu con de le dire. Et c'est pour ça que, alors là, je le dis avec un peu d'émotion, excusez-moi. Emeno m'a sauvé la vie parce que quand j'ai créé MN Organisation, je venais de perdre mon frère. C'était un grand choc pour moi. Et grâce à MNO, aux études que je poursuivais et à MNO, j'ai réussi à me lancer dans ce projet
qui m'a vraiment envahie, comment dire, alors, qui m'a aidée à faire le deuil de ce frère. Et ensuite, j'ai perdu ma sœur 2 ans après, donc ça a été très, très, très douloureux. Et, et ce qui était extraordinaire dans cette aventure d'aimer une organisation, c'est que à chaque fois, que ce soit mes équipes, que ce soit mes clients, que ce soit mes partenaires, je pense que j'en ai quelques-uns ici qui assistent à cette interview, j'ai trouvé, bien évidemment, dans un premier temps, dans ma famille, c'est évident, et là, je n'ai pas besoin de le dire, mais la construction de cette société qui est partie d'un couloir à ce qu'elle est maintenant, qui était au début une petite société de conseil, qui est devenue une société reconnue par ses partenaires comme une société qui bosse bien, qui a des équipes, j'espère, heureuses de ce qu'on fait, m'a permis de dépasser cette douleur, m'a permis de survivre. C'est ça. Donc, en fait, tu as mis toute ton énergie dans cette entreprise qui t'a permis, dans ce bébé qui est le tien, que tu as construit, que tu as développé, qui a grandi et qui t'a permis de t'en sortir. Donc, tu as mis un côté, en fait, affectif assez énorme dans cette entreprise, qui t'a permis à cette période-là. Il y a eu forcément des avantages, ça t'a permis de t'en sortir. Et puis, il y a aussi eu forcément des inconvénients quand on met beaucoup d'affectifs dans une société trop. Justement, quels peuvent être aussi les inconvénients? Enfin, déjà, dis-nous les avantages, parce que finalement, tu as déployé une énergie folle qui t'amène à ces résultats aujourd'hui. Donc, quelque part, voilà, ça a été quoi les avantages pour toi? Bon, tu t'en es sorti. Ça t'a permis de rééquilibrer ton énergie pour avancer. Alors, l'avantage, c'est que je construisais quelque chose. Donc, j'avais construit ma famille et je construisais autre chose. C'était important. J'avais une jolie carrière en tant que salariée et je voulais, sortir de toute cette énergie au profit de clients, au profit et de faire une œuvre utile en fait, de pouvoir avoir des collaborateurs, de pouvoir faire fructifier des organisations, fructifier la mienne, faire vivre des familles, tout ce côté-là. Tout ce côté-là, ça a nourri peut-être un peu mon ego. Je ne sais pas, je ne suis pas psy du tout, donc je ne sais pas dans quel terme le dire, mais j'avais vraiment l'impression de construire, de co-construire avec mes partenaires, mes équipes, bien sûr avec ma famille, parce que les pauvres, je leur ai vraiment pris la tête avec cette boîte, et encore maintenant, dans les circonstances actuelles. Donc c'était pour moi vraiment la preuve que j'étais vivante et que je construisais quelque chose de vivant, et que cette société était un bel outil pour beaucoup de personnes, pas que moi en fait. Au début, c'était mon bébé, mais après, j'ai voulu que en tout cas, que les collaborateurs et les partenaires se l'approprient. Et voilà, qu'elle soit utile. Et qu'elle devienne grande. En tout cas, elle a grandi et elle est devenue plus autonome, et tu as pris un petit peu plus de distance. En tout cas, dans ce que tu dis, c'est intéressant parce que du coup, comme tu disais, tu as coupé le monde perso où tu étais… c'était très souffrant pour quelque part étouffer un peu la tristesse. En tout cas, c'est la sortie de vie. En tout cas, ça a été ta manière pour vivre. En tout cas, tu as étouffé ces émotions
effectivement de tristesse et tu t'es mis dans le combat, enfin, plus dans la lutte et dans le combat pour t'en sortir. Donc, tu as sorti le yang et tu as étouffé les émotions. Forcément, à un moment donné, tu as mis le masque pour, comme tu dis, pour t'en sortir, pour briller, pour être la meilleure et ressortir tout ton yang, voilà, et qui a porté ses fruits, mais à la fois avec quelle énergie aussi. Tu m'as dit qu'effectivement, tu es quelqu'un de très forte, hein, tu es vraiment une personne très très forte et finalement, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu t'es oubliée, toi, finalement? Alors, je crois que je t'ai dit 10. 10 sur 10, c'est ça? Alors, peut-être que ce jour-là, j'étais down, ce qui arrive pas mal hein, dans ces périodes. Pas mal, ouais, beaucoup. Je me suis beaucoup oubliée. Mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus parce que je me suis beaucoup réalisée. En fait, c'est très lié. Et quand on me demande qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, moi, ce que j'aime faire, bon, à part être dans ma famille, profiter, boire du champagne, c'est de travailler. J'adore ça. Ça me plaît. C'est ça. Ça me plaît. Ok. Oui, donc c'est ta carrière, c'est quelque chose d'important, c'est ce qui te nourrit, etc. Si aujourd'hui, finalement, tous ces chaos que tu as vus, que tu as vécu, qui t'ont construit, qui t'ont permis de te développer, qui ont permis de développer la femme que tu es, l'entreprise que tu as, où tu as laissé quand même beaucoup d'énergie, hein, tu as laissé beaucoup d'énergie, et puis voilà, tu as avancé sur ton chemin, les choses se sont faites, voilà. Aujourd'hui, quand tu regardes ça avec du recul, là, finalement, toutes ces difficultés, tu m'as parlé aussi de la maladie de ton mari. C'est vrai, ces dernières années, mon mari a été atteint de 2 cancers consécutifs. Donc ça, bien sûr, n'a pas été facile pour lui, en premier lieu, pour les enfants, bien sûr. Pour les enfants, c'était très, très dur hein, parce que pour eux, c'est une période de souffrance. Hein. Et moi, une fois de plus, MNO Organisation, MNO m'a permis de sortir de ma souffrance, de prendre de la distance et de toujours vouloir voilà, avancer à pas de charge et dans un espèce de tourbillon de conquête. Alors nous, on organise en plus beaucoup d'événements, on fait beaucoup de relations publiques, donc il faut toujours paraître, toujours être gai, avec le sourire. Bon, même si le sourire est ma nature, mais never complain, never explain, c'est un peu ça, quoi. Hein. Et néanmoins, malgré toute cette difficulté, parce que moi, je voulais porter mon mari, j'ai quand même un peu culpabilisé de cette période parce que peut-être que je voulais trop prendre de distance par rapport à ça et peut-être que je me suis un peu trop investie dans mon travail. Mais d'un autre côté, c'était aussi une façon pour moi de pouvoir tout affronter et la façon dont je pensais que je pouvais l'aider au mieux, en fait. Parce que je me suis pas effondrée après toutes ces épreuves, hein, finalement. C'est ça. Et à la fois, tu as ramené à la maison de la belle énergie. Oui, tout à fait. Ouais. Le fait de prendre de la distance, c'est aussi de l'énergie positive. Tu ne tombes pas avec, au contraire, tu vas rechercher à l'extérieur et tu ramènes en tout cas une énergie, une vitalité, de l'espoir, et qui est finalement important pour celui qui est malade, quoi, parce que quelque part, toute question mentale et question d'énergie. Et comme le travail, c'est quand même ce qui te ressource, nourrit et quelque part l'énergie où tu vas la puiser, pour une partie en tout cas, effectivement, ça a été quelque chose de salvateur. Donc finalement, tous ces chaos, c'est quoi le plus que tu en as retiré? Parce que finalement, tu as vécu beaucoup de souffrances, donc tu as perdu, il y a eu
du manque, il y a eu des difficultés. Finalement, aujourd'hui, par rapport à la peur de perdre, finalement, c'est quoi? Est-ce que, enfin, quand Alors, tu vis par rapport à la perte, situation actuelle, comment? J'ai par pas rapport à entendu, la excuse. situation actuelle, Oui, c'est ça. euh, Comment finalement, toi, d'accord. t'as tellement d'épreuves dures que finalement, ton entreprise, tu as beaucoup imaginé que tu ne pourrais pas exister sans. Et C'est vrai. aujourd'hui, après avoir vécu toutes ces épreuves, puisque tu as mis énormément d'affectifs dans ton entreprise, finalement, tu as compris qui tu étais derrière tout ça. Mhm. Finalement, qu'est-ce que ça change aujourd'hui face à la crise, quoi? Parce que finalement, quand on a vécu tout ce que tu as vécu avant, j'imagine que ta posture n'est plus du tout la même aujourd'hui que celle d'avant. Tu n'aurais certainement pas affronté la crise de la même manière. Du coup, qu'est-ce que ça a créé, voilà, dans ta posture? Bah, Comment déjà, tu as... bon, il faut que j'explique un petit peu de contexte de la structure de mon business. Donc, moi, je travaille, mon chiffre d'affaires est 100% lié à l'industrie du tourisme et presque 100% lié à des clients étrangers, américains, thaïlandais et autres. Donc, du jour au lendemain, en fait, euh, j'ai pratiquement plus eu de chiffre d'affaires. Donc, je remercie le gouvernement français d'avoir mis en œuvre déjà des dispositions qui permettent de sauver Ça les emplois hein, et puis de sauver les entreprises, en tout cas, essayer de les sauver. Donc, il y a eu quand même, et je rends hommage à tous mes partenaires et aux associations auxquelles j'adhère, et en particulier, si je peux les nommer, les femmes du tourisme, parce qu'elles ont mis en place comme ça des Zooms, et puis on discute entre chefs d'entreprise. Et donc après, j'ai beaucoup réfléchi pendant cette période et j'ai changé mon point de vue par rapport à l'échec et à la perte. En fait, quand j'imaginais avant que je pourrais perdre mon entreprise, je me disais toujours, si tu la perds, c'est ta faute. C'est ta faute parce que tu n'as pas su retenir les clients, tu n'as pas su restructurer ton chiffre d'affaires. Et là, c'est une belle leçon d'humilité en fait que nous apporte cette crise du coronavirus parce que j'y suis pour rien, quoi. J'ai une belle entreprise, des collaborateurs extraordinaires, des clients magnifiques, des partenaires que j'adore. Et qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux? Je ne suis pas Dieu. Donc, en fait, cette crise m'a permis de lâcher prise ouais, de et d'être, lâcher le compte. ouais, et d'avoir beaucoup plus d'humilité. Et en fait, c'est pas mal. C'est pas mal de justement euh, de se dire, OK, malgré toute ton énergie et ta volonté, et malgré toute l'énergie de cette machine peut s'arrêter. Alors, il se trouve que depuis quelques mois, je travaillais sur un projet alternatif et qui me permettra certainement de rebondir. Et si, voilà, si j'ai encore de la chance, parce que c'est important, c'est vrai que c'est plusieurs fois je dis chance, mais je pense que la chance est un moteur extraordinaire, quoi. C'est C'est, ça. Et tu as complètement raison, mais la chance, en fait, on la crée liée à notre personnalité optimiste, liée à notre énergie, notre enthousiasme, notre détermination, parce que la chance, c'est vraiment une vibration. Et quand on a cette vibration, forcément, ça, la chance se développe parce qu'on va attirer à nous situations, personnes, circonstances. Et toi, effectivement, voilà, cette énergie, cette croyance que tu as au fond de toi, c'est ce qui fait ce personnage chanceux que tu es. Et après, avec tout l'effort que tu mets derrière. Moi, j'ai envie de te poser une question. Donc, effectivement, quand le confinement est arrivé, euh,
comment tu as réagi? Les clients ont finalement arrêté les contrats du jour au lendemain. Ça a été quoi ta première réaction? Parce que là, waouh! C'était C'est quand même quelque chose de contractuel, donc à la base, on ne s'attend pas à ça, quoi. non. Comment tu l'as pris finalement au début, comme tout le monde aurait pu le prendre d'ailleurs? Au début, je n'y ai pas cru, hein, j'étais sidérée. Je veux dire, c'était vraiment sidérant parce que, Le choc. ouais, voilà, c'est ça. Je trouve même pas le mot. C'était le choc de dire tout ce savoir-faire, tout cet enthousiasme, tout cet professionnalisme et tout. Parce que certainement, j'avais trop d'affect avec la qualité du travail que je voulais leur donner. Et donc, du coup, ça m'a remis à une certaine réalité. Et finalement, alors je ne vais pas dire que ça m'a pas fait, que ça m'a fait du bien, hein, parce que j'aurais préféré que ça se passe différemment, mais ça me permet d'envisager mes relations contractuelles et avec mes clients de façon totalement différente, d'être beaucoup plus détachée tout en continuant à fournir un travail de bonne qualité. Et puis aussi, surtout ce que j'ai ressenti, c'est par rapport à mes collaboratrices. Donc, tu as dit que j'avais en effet une équipe de 7 collaboratrices, mais j'ai 2 garçons aussi qui travaillent avec nous. Okay. Alors qu'ils ne sont pas des salariés, mais qui travaillent avec nous quand même au quotidien. Et je me suis dit, mais comment eux vont percevoir ça? Parce que comment ils l'ont perçu alors? Mais en fait, ils sont. Alors, j'imagine, on n'a pas encore vraiment débriefé du côté émotionnel de ça, mais je pense qu'eux aussi ont dû avoir beaucoup de colère envers ces clients pour lesquels ils étaient dédiés et pour lesquels ils se sont battus, ils sont toujours mis en avant. Je trouve que j'étais en fait après le choc émotionnel, la peur de la perte financière, de la faillite, avant que les mesures gouvernementales soient arrivées, c'était aussi mal au ventre pour les collaborateurs parce que c'était aussi un déni du travail. En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne jamais assez répéter à mes collaborateurs que leur client final, c'était MNO et pas nos clients. Et ça, je ne le referai plus. Et ça va aussi changer ma façon de manager, ma façon de négocier mes contrats, ma façon de revoir notre positionnement par rapport à nos clients. Ça sera MNO. C'est ça. Pour le compte de tel ou tel client, mais on ne sera plus jamais des marques blanches. C'est terminé. Et en fait, c'était une erreur de positionnement. Et cette crise me fait beaucoup réfléchir à ça, aux erreurs passées, si tant est que ce soit des erreurs. C'était un parti pris. C'est ça, avec la femme que tu étais, et maintenant, effectivement, avec le recul, tu te dis, tiens, je vais reprendre les rênes de mon entreprise, moins dans la... Oui, je vais beaucoup plus l'avancer, oui, tout à fait. C'est ça. Ouais. Ok. Et tu me disais aussi que finalement, tu as été beaucoup dans le fait plaisir, lié à ton histoire, aux blessures, etc., de l'enfance, comme on a tous. Et qui, à un moment donné, nous amène à prendre des décisions finalement qui ne sont pas justes pour nous. Comme tu me disais, il y avait des choses qui t'empêchaient de dormir la nuit en tant que chef d'entreprise pendant des années qui t'ont perturbé, liées finalement à des décisions qui n'auraient pas dû être celles-là, mais qui ont été celles-là, tu les as prises, ça t'a fait grandir. Par rapport à ta trésorerie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que finalement, ces problèmes de trésorerie, c'est les problèmes de tout chef d'entreprise, quoi, qui t'ont vraiment perturbé, empêché de dormir, et que finalement, aujourd'hui, tu vas gérer autrement. Oui. En fait, moi, j'avais des contrats, en particulier par rapport aux destinations avec qui je travaille encore, puisque les contrats ne sont pas rompus, ils sont en pause.
sont des contrats qui sont très contraignants en termes de modalités de règlement. Et donc, nous, au-delà de nos honoraires, donc les honoraires, c'est pour payer la structure, bien évidemment, payer les collaborateurs, me payer notre marge. Donc, ces honoraires sont déjà payés à M plus 1. Donc, ça fait déjà un cash flow, ne serait-ce que sur la structure, un besoin de fonds de roulement important. Et en plus, on organise ou on achète pour le compte de ses clients énormément de prestations. On organise des événements, on achète des encarts publicitaires, on participe à des salons, etc. Donc, on avance énormément d'argent. Et là aussi, le besoin de fonds de roulement est énorme. En fait, je me suis, moi, retrouvée souvent à me réveiller en pleurs, la peur au ventre en disant, mais est-ce que ce mois-ci, je vais réussir à payer les salaires de mes équipes? Alors, je savais que j'avais un découvert bancaire, mais quand on a dépensé 70 ou 80 000 euros pour un client qui tarde, donc quand on paye les fournisseurs et que le client tarde, bon, je pense que tous les chefs d'entreprise, tous les dirigeants autour de la table connaissent le problème, et que c'est structurel, donc ça n'arrive pas qu'une fois, mais c'est structurel, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'entreprise. Et oui, donc tu ne vis plus, quoi. Et en fait, je portais ça comme si j'étais, moi, ma petite boîte, la banque d'organismes internationaux. Et donc ça changera. Je ne travaillerai plus pareil. Ouais. Donc ça, c'est intéressant quand même. Hein. C'est à un moment donné la prise de recul sur un mode de fonctionnement et puis finalement où on ne s'écoute pas suffisamment en fait. Hein, on porte l'intérêt plus à l'autre qu'à nous. Parce que la personne la plus importante, ça ne veut pas dire qu'on ne porte pas d'intérêt aux autres, hein, mais à un moment donné, la personne la plus importante, c'est nous. Et nous, si on est bien, effectivement, on pourra être bien avec les autres. Et c'est valable aussi dans l'entreprise. Et c'est intéressant tout ça. Parce que quand on remonte, parce que toutes ces actions, ces comportements-là sont liés à notre histoire. Notre histoire de fait plaisir, notre histoire de l'enfance, on n'a peut-être pas eu suffisamment d'amour, etc. Et puis d'un coup, on a envie de faire plaisir, on laisse passer, etc. On a peur de perdre, donc on laisse passer, etc. Enfin, tous ces comportements sont liés à plein de choses de notre histoire, de notre vécu. Et à un moment donné, c'est hyper intéressant d'aller regarder, de réparer pour pouvoir agir juste. Parce qu'à un moment donné, ça vient vous bouffer la vie. Et quelque part, nous amener souvent à une mauvaise santé et à même des maladies. Parce qu'à un moment donné, quand on ne dort plus, forcément, son système, il ne fonctionne plus aussi bien. Et en tout cas, c'est très intéressant aujourd'hui que tu puisses prendre ce recul-là, effectivement, et finalement, ces chaos, c'est absolument, ils ont aussi un côté, ces obstacles ont de très belles opportunités, et ça, c'est vraiment le leader, et tu es vraiment cette femme leader qui, quelque part, à un moment donné, va vivre des choses, a la capacité de les analyser, en tout cas de faire résonance avec son histoire, avec qui tu es, et dépasser ça, quoi. Ça part d'une transformation personnelle pour aller vers une transformation de stratégie avec son équipe, effectivement, qu'on embarque. Et en tout cas, bravo, je trouve, waouh, ces prises de conscience importantes et qui vont amener certainement plein de beaux résultats et de changements. Aujourd'hui, tu as un nouveau projet pour rebondir en parallèle de ton activité de conseil. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui finalement, comme tu dis, tu l'as démarré quelques mois avant
le confinement. Enfin, ça fait voilà, déjà quelques temps que tu étais en préparation. Et finalement, il tombe à pic. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que du coup, ça va être une nouvelle étape de vie aussi et de rebondissement pour MNO. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que voilà, c'est intéressant de voir comment tu te réinventes avec ton équipe et comment tu vas réorganiser tout ça, quoi. Alors, en fait, depuis quelques mois, je réfléchissais à comment… je suis quelqu'un qui m'ennuie assez facilement, donc j'aime bien les choses nouvelles. Donc, il faut vraiment que je me renouvelle, c'est très, très important pour moi. Et il y a quelques mois, j'ai eu la chance de rencontrer, grâce à un collègue britannique, une société australienne qui propose une plateforme as a service, un pass, qui est dédié toujours à l'industrie du tourisme, mais cette fois-ci de côté des institutionnels. Donc, en gros, pour ceux qui ne sont pas du métier, les offices du tourisme ou tous les organismes institutionnels qui permettent de faire la promotion du tourisme en France et dans le monde entier. Et donc, cette plateforme permet à un office du tourisme, pour le faire comme ça, de proposer l'offre sur Internet, l'offre entière de sa ville, de son département, sa région, de son pays. Et cette offre peut être distribuée soit au consommateur local, le voisin, le parisien ou tout autre voyageur qui vient d'Europe ou qui vient du monde entier. Et ça permet aux offices du tourisme et aux institutionnels de présenter leur offre exhaustive, c'est-à-dire que l'accès à cette plateforme n'est pas uniquement réservé aux grands hébergeurs, aux grands hôteliers ou aux grands excursionnistes, mais permet à la fromagerie qui a envie d'organiser des visites et faire visiter son patrimoine d'être vendue dans le monde entier. Et donc, je vois dans cette plateforme, donc c'est un petit peu long, ça a été un peu long à mettre en route, mais en fait, vous voyez bien les questions que se posent les consommateurs en ce moment, c'est où vais-je partir en vacances? Est-ce que je vais pouvoir partir ailleurs, prendre l'avion, etc. Et en fait, cette solution tombe parfaitement à pic, puisqu'elle va permettre aux institutionnels français de recenser leur offre de produits et de la mettre à disposition aux voyageurs, aux touristes français dans un premier temps, et bien évidemment ensuite, quand tout sera remis en fonction, de réouvrir sur le monde entier. Donc, c'est ce à quoi nous travaillons pour l'instant. D'accord, donc ça, c'est un projet qui est fantastique, puisque quelque part, tu peux le vendre dès aujourd'hui, puisqu'en fait, tous les offices du tourisme ont besoin, tous ces institutionnels là ont besoin de se réinventer là maintenant pour être de plus en plus performants et s'y préparer là maintenant. Ok. Et du coup, comment tu réorganises ton équipe finalement par rapport à ce nouveau projet et puis cette baisse là de chiffre d'affaires, comment tu as réorganisé? Puis là, tu es en train de réorganiser avec ce nouveau projet, parce que du coup, ça change tout. Alors, pour l'instant, on n'a encore pas signé de clients, donc on est vraiment là maintenant dans la phase de prospection active et de réponse aux appels d'offres. L'équipe que j'ai actuellement sont des professionnels du marketing, donc soit nos anciens clients reviennent et resteront avec leurs anciens clients, à moins qu'elles aient envie d'évoluer sur Tourism Exchange. Mais si nos anciens clients ne reviennent pas vite, déjà, elles ont envie d'apprendre autre chose. Donc, ça, ce n'est pas un frein. Et elles participeront avec moi au marketing et à la vente de ce produit, des réponses aux appels d'offres. Et on fera appel, bien évidemment, à d'autres
compétences que nous n'avons pas et que je ne pense pas qu'on puisse les acquérir en interne, des compétences plus techniques, genre de manager de API, enfin bon, de tout ce truc un petit peu technique qui me dépasse un peu, mais on va se réinventer et on va trouver la possibilité de le faire. Donc, C'est ça, le business model, en tout cas, tu vas trouver le business model adapté à ce nouveau produit. Oui, tout à fait. En tout cas, bravo. C'est une belle transition là que tu es en train d'amorcer avec ton équipe pour MNO. Donc, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une crise, en tout cas, tous les chefs d'entreprise, on la vit dans l'histoire. En fait, les crises, certains vont s'effondrer et d'autres, et puis remonter forcément après derrière. Derrière le chaos, il y a l'ordre, ne jamais l'oublier. Et c'est aussi l'opportunité de se réinventer. Et tu en es, en tout cas, la preuve. Donc, rien n'est impossible et tout reste possible. Mais pour se réinventer, il faut accepter de perdre et pas avoir peur de perdre, en fait. Ne pas être dans le manque. Parce que quand on est dans la perte ou dans le manque, eh bien, la créativité, elle ne peut pas se mettre en route. Donc, à un moment donné, voilà, on refait table rase, on réinvente. Peu importe ce qui se passera, évidemment, on borde un minimum dans l'idée de perdre le moins possible au cas où. Voilà, mais ça passe forcément par là. Et quand on est dans ce lâcher-prise, c'est là où on lâche le stress, on lâche la pression et on peut capter vraiment toutes ces idées de l'inconnu et faire fonctionner cette fameuse chance dont tu parles, qui est un peu dans le monde subtil, mais qui fonctionne. Parce que c'est une histoire de vibration et de posture et que tu as bien intégré, en tout cas, naturellement. On va juste finir par une dernière question. Quels sont les derniers challenges que tu aimerais, en tout cas en tant que femme chef d'entreprise, relever encore en tant que posture, dans ta posture, en tout cas que tu sens qu'il reste à aller vers ça et à bien asseoir. Quels sont encore, tu vois, les challenges sur lesquels tu sais que voilà, ça reste. Les derniers challenges, je pense, c'est sans perdre la passion, avoir vraiment beaucoup moins d'affect, ça c'est clair. C'est encore un gros travail, je pense. Et voilà, je pense que moi, j'aimerais encore travailler une dizaine d'années. C'est le dernier challenge, en fait, je dirais, c'est d'avoir cette ligne droite, de continuer à s'amuser et de faire œuvre et d'être utile, voilà, d'inventer et d'avoir du plaisir. C'est ça. Et continuer à prendre du plaisir sans s'oublier. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important et tu en as pris vraiment conscience puisque aujourd'hui, tu dors beaucoup mieux finalement, malgré les problématiques et tout le chaos. Donc, c'est quand même incroyable. Quand il y a un lâcher-prise, des décisions qui se prennent, qui commencent à nous respecter et à nous honorer parce qu'en fait, on n'en a pas conscience. Quand on est dedans, on est juste en tiraillement, en inconfort parce que finalement, c'est pas on dit oui, mais c'est non. En tout cas, effectivement, est-ce que tu t'es déjà fait aider dans ton parcours ou quelqu'un t'a déjà aidé voilà, à passer des étapes ou jamais tu l'as. Alors, ce que je me suis dit, c'est que je vais suivre ton. J'espère que je pourrai compter sur toi pour m'aider à traverser ça. J'aimerais vraiment, parce que j'ai admiré beaucoup ce que disait Dominique il y a 15 jours. Ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi à réfléchir. Alors, oui, j'ai entamé à quelques reprises oui, j'ai été aidée quand même. Et là, ouais, c'est important.
c'est important. Donc, et aussi d'être aidé par les femmes bienveillantes qui sont autour, et les hommes bienveillants aussi, hein, il n'y a pas d'exclusif, bien évidemment, de ne pas se refermer et de toujours continuer à être soi C'est et, ça. et, et à apprendre aussi à… Voilà, si j'arrive de ces crises à lâcher prise, à plus avoir peur et à mieux me faire respecter, je pense que ces crises auraient été très, très utiles. C'est génial. Bah, écoute, on va œuvrer dans ce sens-là et tu vas voir, c'est incroyable parce que ton, ton subconscient, à partir d'un moment où il va lâcher, tu vois, certaines choses, waouh, tu vas aller beaucoup plus facilement vers tes désirs et du coup, ça va être encore plus fluide et tes résultats vont être encore plus exponentiels et surtout dans la douceur. Et non, non, en tout cas, ça va être un beau moment. Je te remercie pour voilà, toutes ce parcours impressionnant, cette interview plein d'émotions. On va passer aux questions-réponses. Est-ce que Laetitia, on a des questions-réponses, des questions, je veux dire, auxquelles on peut répondre? On va y accorder encore, on peut dire, 5 minutes. S'il y a des questions, si notre communauté veut poser des questions à Muriel, et ensuite je ferai un résumé en tout cas, des pépites de Muriel qui peuvent vraiment nous servir. Ok, pas de questions, ça veut dire que waouh, tu as été, Muriel, extraordinaire. Merci, merci de l'écoute en tout cas. Moi, je retiens vraiment plusieurs points de ton parcours qui est passionnant, intéressant. C'est qu'à un moment donné, la persévérance, la passion, la détermination, le fait de croire, c'est vraiment une belle leçon que tu nous donnes à toutes ces femmes de surtout pas lâcher, pas lâcher, pas lâcher. Là, vraiment où on est à sa place. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le fait d'être vraiment connecté avec son essence même, on l'a vu, hein, ce que tu fais, ça a un sens avec toute ton histoire, tu es dans ton génie, et quoi qu'il s'est passé, tu n'as rien lâché. Et vraiment, voilà, c'est ce que je retiens. Je retiens aussi la chance, elle s'active, hein, c'est ce que tu nous as dit par son état interne, son énergie. Cette entreprise, c'est aussi le cœur, hein, qui a fait qu'elle réussit. C'est vraiment tout le cœur que tu as mis avec toutes tes équipes et tes partenaires et tes clients. Comme tu dis, hein, on est seul, tu ne fais rien. C'est vraiment tous ensemble. Et tu as toute cette gratitude avec tous les gens avec lesquels tu travailles, tes partenaires et tes clients, qui t'ont fait grandir et qui te font encore grandir. Donc, cette gratitude, elle est le socle aussi de l'évolution, malgré ce qui se passe en fait. Hein. C'est de savoir revenir vraiment à ce centre-là. Tu as parlé beaucoup de lâcher prise, de lâcher le contrôle. En tout cas, c'est des clés qui t'ont aidé et qui t'aident encore à avancer, parce que tu vas y aller de plus en plus. De bien s'écouter en tant que femme et de ne pas s'oublier, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, nous les femmes, qu'on a tendance à s'oublier pour les autres. Hein, c'est lié à notre histoire, à la culture, et on a encore ça dans nos gènes et on a besoin de le travailler. Comme tu disais, hein, trop d'affect, c'est un côté intéressant aussi, ce côté affectif, mais attention à régler le curseur pour porter de l'intérêt à soi. Voilà, en tout cas, franchement, bravo, t'es un bel espoir, je dirais, pour toutes ces femmes qui nous regardent. C'est plein d'encouragement, d'inspiration dans tout ce que tu as fait. Vraiment un grand merci d'avoir participé à cette émission, Muriel. Et puis maintenant, je vais vous donner les activités d'Emmanuel. Donc, d'ici
là, il nous reste 2-3 jours. J'anime un séminaire, il nous reste quelques places. Le séminaire Leader Life niveau 1, justement, qui va vous apprendre à activer les 8 circuits neuro-émotionnels de la réussite au féminin. Donc, vraiment réactiver toutes vos cellules à l'intérieur de vous pour, en tout cas, être dans ce socle de bien-être et pouvoir, en tout cas, directement basculer du bien-être au mal-être, du mal-être, je veux dire, pardon, au bien-être et pouvoir être vraiment dans cette posture de leader et vous sentir et aller vers vos rêves et vos désirs. Donc ça, c'est voilà la première, le premier séminaire. Et puis, ça va vous permettre de refaire circuler la sérénité, d'aller plus en douceur vers vos objectifs. La prochaine émission aura lieu dans 2 semaines. Et puis, eh bien, je vais garder encore le buzz pour la prochaine invitée. Vous découvrirez aussi une femme talentueuse, inspirante, comme toutes ces femmes, en tout cas très différentes les unes des autres, mais qui se rejoignent, je dirais, par en tout cas une façon de faire du business avec le cœur. Évidemment, la tête, mais aussi beaucoup avec le cœur, ce qui, nous les femmes, nous permet aussi de développer des business qui, dans la durée, sont des business qui, en tout cas, sont pérennes. En tout cas, il y a une durée pérenne. Voilà, écoute Muriel, je te remercie. Je remercie tous nos internautes d'avoir participé. On est, je crois, 51. Waouh, jusqu'au bout, alors qu'on a dérapé déjà de 23 minutes. C'était tellement passionnant, Muriel. Merci à tous d'avoir été là jusqu'au bout et de, en tout cas, nous faire vivre plein d'émotions pendant tout ce parcours. Et encore, merci à toi parce que c'est pas facile. Hein. Je suis venue te chercher. Hein, Max, c'est pas facile. C'est franchement pas facile, mais bravo parce que j'imagine que waouh, le fait de libérer ça, c'est aussi un vrai travail identitaire. Donc bravo. Et je vous dis à très vite, à dans 2 semaines, dans Confidence entre dirigeantes. Merci à toutes et à tous, si on a quelques hommes, et à très vite. Et surtout, merci Muriel. Merci, bye. Au revoir, merci.